Et si le véritable maître du jeu, l'ennemi le plus dangereux du Burkina Faso, restait tapi dans l'ombre, opérant à distance, bien au-delà des frontières nationales, manipulant les fils d'une histoire que beaucoup croyaient écrite d'avance? La récente tentative de coup d'État a d'abord été attribuée à l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, figure controversée, avide de retrouver ses prérogatives perdues. Lui, que l'on disait prêt à tout pour reprendre les rênes, même au prix de la stabilité nationale. Mais derrière ce scénario classique de rivalité militaire, une odeur persistante de manipulation étrangère s'impose. Nombreux sont ceux, dans la rue comme dans les cercles d'analyse, qui murmurent le nom de la France. Une France soupçonnée de tout mettre en œuvre pour reconquérir son influence sur ce territoire stratégique d'Afrique de l'Ouest, autrefois considéré comme un joyau de son précaré diplomatique. Ce qui se joue ici dépasse de loin une simple querelle entre factions militaires. Il ne s'agit pas d'un classique affrontement de casernes, mais d'un peuple entier qui se dresse, d'un seul bloc, porté par le capitaine Ibrahim Traoré, devenu l'incarnation d'une résistance anti-impérialiste. Ce mouvement populaire, inédit par son ampleur et sa détermination, n'est pas qu'un enjeu interne. Il défie ouvertement les intérêts occidentaux, remet en cause les schémas hérités de la colonisation et de la France-Afrique. Le Burkina Faso ose aujourd'hui proclamer sa souveraineté, non plus seulement dans les discours, mais dans les actes, en décidant de protéger ses ressources naturelles contre les appétits extérieurs. Le danger est réel, palpable. Voir ce soulèvement populaire confisqué, la souveraineté nationale piétinée, et le pays replongé dans le rôle de simple pourvoyeur de matières premières pour les puissances étrangères. L'enjeu ? Ne pas laisser l'indépendance chèrement acquise être bafouée, empêcher que la mobilisation citoyenne ne soit détournée par l'ingérence étrangère. Pour mieux comprendre cette confrontation explosive entre la volonté populaire et les manœuvres occultes, il faut remonter aux origines de cette révolution inattendue. Avant d'expliquer la naissance de ce soulèvement, il est essentiel de saisir le contexte qui a préparé le terrain à une telle rupture. Car ce sont des décennies de frustration, d'humiliation et de pillage qui ont nourri la colère. C'est dans ce climat tendu, fait de promesses trahies et d'attentes déçues, que tout a basculé. Comment un pays longtemps considéré comme un simple pion dans le grand jeu des puissances étrangères est-il devenu, en quelques mois, l'épicentre d'une révolution populaire? Le Burkina Faso, autrefois dominé par des intérêts extérieurs, qu'ils soient politiques, militaires ou économiques, écrit aujourd'hui un chapitre inédit de son histoire, porté par la détermination d'un peuple debout et le charisme du capitaine Ibrahim Traoré. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré incarne une rupture totale avec l'ancien ordre. Soutenu par une jeunesse avide de dignité et de perspectives nouvelles, il transforme la peur en courage, l'indignation en mobilisation. Désormais, les foules n'hésitent plus à descendre dans la rue, à contester l'ingérence, à réclamer une souveraineté authentique. Cette dynamique populaire rappelle d'autres épisodes historiques, comme la Révolution d'octobre en Russie ou l'indépendance de l'Algérie, où une énergie collective a fait basculer le destin d'un pays. Mais cette insoumission ne se limite pas aux slogans scandés lors des manifestations. Sur le terrain, des initiatives concrètes se multiplient. L'industrialisation progresse à petits pas, les premières usines de transformation voient le jour dans les zones rurales, la maîtrise des ressources minières s'affirme, et un refus catégorique de laisser l'Occident piller l'or, le coton ou le manganèse s'installe. Pour la première fois, ces richesses appartiennent vraiment à la population. Là où, auparavant, des multinationales étrangères, françaises, canadiennes, australiennes, accaparaient les revenus, aujourd'hui, des coopératives locales émergent, gérées par les communautés, pour exploiter le sous-sol burkinabé. Ce réveil contraste brutalement avec la réalité de nombreux voisins africains. Au Niger, par exemple, malgré d'immenses réserves d'uranium, la population reste pauvre et le pays demeure dépendant des exportations contrôlées par des groupes étrangers. Au Mali, la situation est comparable. L'or malien enrichit d'abord les compagnies étrangères, tandis que la population attend toujours les retombées promises. En Côte d'Ivoire, malgré le boom du cacao et du café, la manne échappe en grande partie à l'économie locale. Le Burkina Faso, lui,
devient l'exception qui suscite l'espoir d'un panafricanisme renouvelé, un modèle où l'Afrique reprend la main sur ses ressources et son destin. Pourtant, la vigilance est de mise. Craignant le retour de l'autoritarisme ou une confiscation du pouvoir, de nouvelles institutions populaires émergent. Les One Yes, ces assemblées citoyennes, offrent au peuple un droit de regard inédit sur les grandes décisions nationales. Inspirées par les comités de quartier de la révolution sankariste des années 80, ces instances permettent à chaque citoyen de s'exprimer, de proposer, de contrôler. Jamais la société burkinabé n'avait autant pesé sur son propre destin. Mais l'enjeu est colossal. Un échec replongerait le pays dans la dépendance et l'impuissance, tandis qu'une réussite pourrait offrir un modèle de souveraineté et de participation à tout le continent africain. Rappelons-nous le sort du Ghana après l'assassinat de Kwame Nkrumah. Une révolution avortée, suivie de décennies de tutelle extérieure. Ici, l'histoire hésite encore. Pourtant, dans l'ombre, ceux qui refusent de perdre leur pouvoir affûtent déjà leurs armes. La riposte s'organise, prête à tout pour reprendre la main. Après chaque victoire populaire, une contre-offensive se prépare. Ce fut le cas au Chili après l'arrivée de Salvador Allende ou en République démocratique du Congo après la montée de Patrice Lumumba. Le Burkina Faso n'est pas à l'abri de ce cycle tragique. Mais comment cette tension est-elle montée jusqu'à l'explosion? À la veille du coup d'État avorté, les signes avant-coureurs se multipliaient. Rumeurs persistantes de mouvements de troupes, alertes anonymes sur les réseaux sociaux, déplacements inhabituels de personnalités politiques. Dans les marchés de Ouagadougou, les conversations s'enflammaient, chacun anticipant le pire, redoutant un bain de sang. Et si le coup d'État avorté n'était qu'un pion sacrifié sur l'échiquier d'une guerre d'influence beaucoup plus vaste? Derrière le tumulte, chaque geste semble avoir été méthodiquement anticipé par des mains invisibles, bien loin des regards du public. Ce scénario rappelle la crise congolaise des années 60, où les interventions étrangères se sont multipliées, toutes motivées par la volonté de contrôler le cobalt et l'uranium. Les preuves émergentes sont accablantes. La logistique sophistiquée, le financement secret, l'arsenal prévu, tout pointe vers une opération conçue au-delà des frontières. Parmi les éléments interceptés, il est question d'un avion de combat Super Tucano. Un tel appareil, sophistiqué et onéreux, n'est pas accessible à n'importe quelle armée d'Afrique de l'Ouest. Qui d'autre, sinon des puissances disposant de moyens colossaux, pourrait fournir une telle arme? Rappelons qu'un seul Super Tucano coûte plusieurs millions d'euros et nécessite une logistique d'entretien et de pilotage complexe. Il ne s'agit donc pas d'une initiative improvisée, mais d'un plan soutenu par des moyens considérables. Rapidement, les soupçons convergent vers la France et ses réseaux. Depuis l'exil de l'ancien président Damiba au Togo, les rumeurs de collusion se multiplient. Officiellement, Lomé n'offre qu'un asile humanitaire. Mais officieusement, le Togo pourrait servir de base arrière, un sanctuaire discret depuis lequel préparer la déstabilisation du Burkina Faso. Une telle configuration rappelle la manière dont la Côte d'Ivoire a été utilisée comme base logistique pendant la crise libérienne des années 90. Un tel montage serait-il possible sans la bénédiction, même implicite, du pouvoir togolais? Impossible de ne pas penser à d'autres scénarios récents. La tentative américaine de renversement au Venezuela en 2019, où l'ingérence extérieure fut massive, avec soutien logistique, financier et médiatique. Ici aussi, tout suggère la main de réseaux occidentaux, chevronnés dans l'art de manipuler les crises politiques pour servir des intérêts étrangers. Les fuites d'informations, les pressions dans les chancelleries, les campagnes de désinformation, tout un arsenal de guerre hybride est à l'œuvre. Mais ce qui glace, ce sont les extraits audio ayant fuité. Les conspirateurs n'y cachent rien, couper la tête, c'est-à-dire éliminer physiquement le capitaine Ibrahim Traoré et ses proches. L'opération est planifiée dans le moindre détail, lieu, heure, méthode, complicité de certains éléments de la garde présidentielle. Aucun doute n'est permis sur la volonté de déclencher une effusion de sang. Ce type de planification rappelle les opérations clandestines menées contre Thomas Sankara en 1987 ou l'assassinat de Patrice Lumumba en 1961. L'enjeu? Il est immense. Risquer la guerre civile, plonger le pays dans la terreur, briser l'élan populaire,
ou pire, voir la révolution confisquée par l'étranger et les richesses du pays de nouveau pillées par les anciennes puissances coloniales. Pour le peuple burkinabé, c'est la souveraineté même qui est menacée. L'histoire montre que de telles crises, si elles échouent, laissent des cicatrices profondes, comme ce fut le cas au Biafra dans les années 70. Malgré l'ampleur du complot, la suite va renverser tous les pronostics. Le peuple burkinabé, loin de céder à la peur, s'est dressé, uni et résolu à défendre son destin. Cette mobilisation rappelle celle des Tunisiens pendant la révolution de Jasmin, ou du peuple ukrainien lors de la révolution orange. Mais comment cette mobilisation populaire a-t-elle réussi à déjouer un plan aussi élaboré? Que s'est-il vraiment joué dans l'ombre des rues de Ouagadougou? Quand une nation se lève, l'histoire vacille. Ce n'est plus seulement une lutte pour le pouvoir, mais une bataille pour le destin collectif qui se dévoile à chaque instant. La nuit où le coup d'État a été brisé restera une cicatrice lumineuse dans la mémoire du Burkina Faso. Par milliers, hommes, femmes et jeunes ont veillé sans sommeil, défiant la peur et encerclant les lieux stratégiques pour protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Cette mobilisation spontanée, surnommée One Yes, a tout changé. Sans elle, la violence aurait englouti le pays. Des barricades se sont dressées devant la présidence, des veillées citoyennes se sont organisées sur les places publiques, des réseaux de communication improvisés ont permis de relayer les alertes en temps réel. Les chauffeurs de taxi refusaient de transporter les putschistes. Les commerçants fermaient en boutique pour rejoindre les rassemblements. Des milliers de messages circulaient sur WhatsApp pour coordonner la résistance. Cette solidarité rappelle celle du Burkina Faso en 1986, lors de la mobilisation contre la tentative de putsch contre Sankara. Cette résistance a rallumé la flamme d'une identité nationale oubliée. Une renaissance identitaire émerge, portée par la fierté retrouvée d'un peuple qui refuse désormais de subir l'histoire. Les drapeaux, les chants patriotiques, les messages en ligne, tout exprime une volonté inédite d'écrire leur avenir de leurs propres mains. De nouveaux slogans émergent, plus jamais sans nous, le Burkina Faso au Burkinabé. Mais chaque victoire a ses ombres. Les relations avec le Togo se sont fortement détériorées après que le gouvernement togolais a accueilli l'ancien président renversé, suspecté de liens avec les putschistes. La confiance entre Ouagadougou et Lomé s'est brisée, compliquant la coopération régionale. À cela s'ajoutent les avertissements et menaces implicites des puissances occidentales, en particulier la France, inquiète de ce réveil panafricain. Les sanctions économiques ou politiques deviennent une épée de Damoclès suspendue au-dessus du Burkina Faso. Dans la région, l'exemple burkinabé fait écho au Mali, au Niger, à la Guinée, au Tchad et à bien d'autres pays. Il démontre qu'un peuple uni peut déjouer le retour des anciens maîtres. L'Afrique de l'Ouest ose désormais rêver de modèles inédits, libérés des carcans imposés par l'extérieur. Au Mali, la rupture avec Barkhane a été saluée par une partie de la jeunesse. Au Niger, la contestation contre l'accord de défense avec la France s'inspire du modèle burkinabé. Pourtant, l'incertitude demeure. Le Burkina Faso saura-t-il préserver sa souveraineté face à la pression internationale, ou sera-t-il isolé et puni? Le peuple a montré sa force, mais la route vers la stabilité et l'autodétermination sera longue, ardue et pleine d'épreuves. L'histoire de la Guinée post-indépendance, soumise à un embargo sévère après avoir dit non à la France, démontre combien la solitude peut coûter cher. Alors que les regards se tournent vers Ouagadougou, une question hante les esprits. Jusqu'où la détermination populaire peut-elle résister aux pressions extérieures? Les prochains jours seront décisifs. L'expérience du Zimbabwe, après la réforme agraire, rappelle que la résistance a un prix, mais que la dignité conquise est inestimable. Et si la clé de la liberté résidait dans la vigilance constante et l'unité du peuple? L'exemple du Burkina Faso nous enseigne que la souveraineté ne se proclame pas. Elle se conquiert chaque jour, par chaque citoyen, dans chaque acte collectif. Comme l'a montré la révolution cubaine, la liberté se défend au quotidien, contre vent et marée. Première leçon, la force de la vigilance populaire. Les Burkinabés ont su détecter les manœuvres cachées, déjouant un coup d'État qui menaçait d'effacer leur révolution.
Cette résistance s'est forgée grâce à une surveillance citoyenne sans faille, ce fameux « oui unique », où chacun veille, alerte, refuse l'indifférence. Des réseaux de veilleurs, inspirés des anciens comités de vigilance, patrouillent dans les quartiers, recueillent les rumeurs, vérifient les informations. Deuxième leçon, l'importance capitale d'un leadership intègre, enraciné dans son peuple. Le capitaine Ibrahim Traoré, en se montrant proche et à l'écoute, a cimenté la confiance et l'engagement populaire. Il multiplie les visites de terrain, rencontre les ouvriers, échange avec les agriculteurs. Un dirigeant qui partage les épreuves de ses concitoyens devient le moteur d'une unité nationale réelle. Ce modèle rompt avec l'élitisme hérité de la colonisation où le pouvoir restait distant. Mais la vigilance ne suffit pas lorsque le système politique demeure infiltré par des influences étrangères. Se libérer de la tutelle extérieure exige une désintoxication en profondeur, des institutions, des médias, jusqu'aux imaginaires collectifs. Ce processus est long, mais chaque pas compte, chaque victoire est précieuse. Des ateliers de formation civique sont organisés pour sensibiliser la population à la manipulation médiatique. Des campagnes de promotion des langues nationales visent à renforcer l'ancrage culturel. Le Burkina Faso propose aussi une alternative forte au modèle classique de démocratie, souvent importé de l'Occident. Ici, la gouvernance participative, ancrée dans la révolution populaire, place le peuple au centre des décisions. Loin des urnes manipulées et des élites déconnectées, ce modèle appelle toute l'Afrique à repenser la façon de choisir ses chefs et d'administrer ses ressources. Des expériences pilotes de budget participatif voient le jour à Bobo-Dioulasso et à Kaya. Cependant, le plus grand danger serait de baisser la garde. Les menaces d'ingérence et de division n'ont pas disparu. Pour préserver l'élan révolutionnaire, il faut cultiver la vigilance collective, chaque jour, sans relâche. Des plateformes numériques de veille citoyenne permettent désormais de signaler toute tentative de manipulation ou de corruption. Alors, quel enseignement tirer de ce bras de fer entre peuples et puissances étrangères? La lutte engagée au Burkina Faso n'est pas un cas isolé. Elle résonne dans toute l'Afrique. Mais comment transformer cette victoire défensive en un modèle durable de souveraineté populaire? Le Burkina Faso vient de prouver que la force d'un peuple uni peut déjouer même les manœuvres les plus sournoises. Ce n'est pas la première fois que l'histoire offre un tel exemple. La révolution vietnamienne, la lutte pour l'indépendance de l'Inde, ou encore la résistance du peuple algérien ont montré que la persévérance finit par payer. Face à une tentative de coup d'État aux ramifications étrangères, les Burkinabés se sont levés, solidaires derrière leur capitaine. Ce sursaut n'est pas un simple réflexe. Il incarne l'éveil d'une nation lassée de voir ses rêves piétinés par les intérêts venus d'ailleurs. Des associations de jeunes, des syndicats de femmes, des réseaux de diaspora se sont mobilisés pour relayer la parole populaire. Cet échec du complot n'est pas anodin. Il révèle la puissance d'une résistance citoyenne capable de mettre en échec des stratégies plus complexes qu'il n'y paraît. Le signal envoyé à l'Afrique et au monde est sans équivoque. Lorsque le peuple s'agrège, même les forces tapies dans l'ombre vacillent. Ce message s'inscrit dans la lignée de l'appel de Nelson Mandela à l'unité africaine. Ce tournant dépasse les frontières du Burkina Faso. Il interpelle l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Face aux manipulations néocoloniales et à l'ingérence masquée, seule une vigilance collective peut préserver la souveraineté véritable. L'enjeu est colossal. Subir encore ou forger enfin son propre destin. Le choix appartient à chaque génération. Chacun doit choisir son camp. Rester passif, c'est ouvrir la voie aux puissances étrangères. Se mobiliser, c'est défendre les conquêtes du peuple. Notre avenir dépend de notre capacité à rester informé, à refuser la résignation et à cultiver l'unité. Des campagnes nationales de sensibilisation à la citoyenneté sont en cours, impliquant écoles, universités et radios communautaires. Derrière chaque tentative de déstabilisation, il y a le désir de confisquer les ressources, d'imposer des modèles de gouvernance et de maintenir la dépendance. Dire non à ce piège, c'est miser sur la dignité et la construction d'un futur commun, loin des chaînes du passé. Le Burkina Faso a compris une vérité essentielle.
La révolution ne se limite pas à renverser un régime, elle se nourrit chaque jour de l'engagement du peuple. L'histoire reste à écrire, et l'oubli demeure son plus grand ennemi. Rester vigilant, c'est aussi transformer cette victoire en levier pour renforcer la solidarité régionale et bâtir des institutions au service du peuple. À chacun de choisir sa place, car c'est la force de notre conscience collective qui façonnera l'Afrique de demain. Comme le disait Thomas Sankara, « La patrie ou la mort,